BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les cryptos et les blockchains. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine en direct à 15h sur BFM Business. Rediffusion le soir à 21h30 le vendredi et sur tous nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube aussi, BFM Crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont là. Les talents des pros des cryptos qui vont nous aider à refaire la semaine, condenser l'ensemble de l'actualité Web3 de la semaine. Je les accueille. Claire Balva, elle nous rejoint en direct, Claire, experte indépendante sur cette thématique crypto et Web3. Puis Thibaut Boutroux nous accompagne également cette semaine. Bienvenue à lui, il nous rejoint également Thibaut Boutroux et le COO, le directeur des opérations de Meria. Et il va nous accompagner lui aussi pendant une bonne vingtaine de minutes. Dans un instant, les principaux titres de la semaine, les headlines qui ont fait l'actualité Web3 et crypto. Mais d'abord, on va appeler tout de suite pour mesurer le potentiel des cours et notamment sur le Bitcoin, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé Interactive Trading, quelle semaine folle on a vécu. Et aujourd'hui, mine de rien, le Bitcoin vient gratouiller, chatouiller, caresser les 30 000. On est à 29 500 $ en ce moment. Oui, on les a fait tout à l'heure. On a du vert partout sur le marché des cryptos et c'est pas gagné avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels entre des taux d'intérêt aux États-Unis qui flirtent dangereusement avec les 5%. Le contexte géopolitique qui favorise d'ailleurs plutôt les valeurs refuges comme l'or à la défaveur des actifs risqués. Et en même temps, on voit depuis un mois que le Bitcoin surperforme. Il tente de relancer à la hausse, alors un peu seul d'ailleurs, au sein même d'ailleurs des cryptos. Et puis en début de semaine, on a eu la fake news sur l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Ça a entraîné une hausse fulgurante de 3 000 $ sur le Bitcoin. Et puis après le démenti, le soufflet est retombé. Et lorsqu'on a ces phases d'euphorie, ce qui est important, lorsqu'on traverse des plafonds, en fait, ces zones de résistance, on construit un nouvel étage, c'est d'abord de bien solidifier le plancher, ce nouveau support. Bitcoin l'a très bien fait. Et je vais être honnête avec vous, je pensais que ça allait mettre plus longtemps avant que Bitcoin s'élance à nouveau à l'assaut des 30 000 $, vous l'avez dit. Il l'a fait en 4 jours. Et en plus de ça, Bitcoin, c'est aujourd'hui plus de 52% de dominance. C'est un nouveau record annuel, nouveau record 2023, un plus haut depuis avril 2021, ce qui montre que c'est toujours le maître crypto par excellence, l'actif numérique considéré comme peut-être le plus sûr de tous. Et ça lui permet donc en fait d'avoir une performance nettement meilleure que les autres et même nettement meilleure que le numéro 2 Ether, puisqu'on a fait plus de 20% sur Bitcoin depuis un peu plus d'un mois, 0% sur Ether par exemple. Donc aujourd'hui, le plancher à ne pas enfoncer pour continuer dans cette dynamique positive, parce que tous les voyants sont effectivement au vert, 28 500 $. Mais maintenant, il reste quand même le gros morceau, 31 500 $, les plus hauts de l'année 2023. Ça, c'est un seuil qui n'a pas réussi à être franchi en avril. On a eu une seconde tentative cet été. Et si on devait passer ce niveau-là, des 31 500 $, le prochain niveau technique, c'est 38 000 $. Je termine juste, attention quand même, parce que il y a souvent des phases d'euphorie quand on franchit ce type de niveau, comme les plus hauts annuels. Donc même si ce n'est pas encore fait, on en est loin. Attention à la surexposition. On l'a vu lundi. On a eu des dizaines de millions de dollars qui se sont envolés à cause d'un effet de levier trop important. En fait, ce sont ces positions qui n'ont pas tenu, alors que finalement, on a eu une simple petite période de volatilité, de respiration, et c'est dommage parce que aujourd'hui, vous l'avez dit, on est à nouveau proche des 30 000 $. Donc je rappelle, les deux seuils clés de ces prochains jours, très important, 28 500 $ à préserver en bas, il ne faut pas les enfoncer, et 31 500 $ en haut. Et souvenons-nous, Guillaume, c'était le plus bas toute l'année 2021. Et ça sera un très gros morceau à passer. Quelques-uns des seuils techniques à regarder, et on précise à tous ceux qui nous suivent qu'un seuil technique ne constitue pas un conseil d'investissement, bien sûr, et on conseille à chacun toujours de diversifier les investissements. Vous le disiez, le Bitcoin est en train d'amplifier sa dominance dans l'univers crypto, y compris face à la deuxième, face au dauphin, l'Ether, que beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs suivent quand même, l'Ether. Aujourd'hui, sur l'Ether, on est à 1 608 $, et effectivement, une nouvelle fois, l'Ether progresse certes, mais moins que le Bitcoin sur la journée qu'on est en train de vivre. Sur l'Ether, quels sont les prochains seuils d'après vous, Xavier ? Alors, pour le moment, on a deux seuils en fait très très bien identifiés depuis maintenant en fait 3 mois. C'est 1 550 $ en bas et on va arrondir 1 700 $ en haut. Et en fait, on est pile poil au milieu. On est à 1 610 $ aujourd'hui. Donc, on voit effectivement qu'on est toujours dans ce qu'on appelle en fait une phase de range, une phase de respiration qui dure, qui traîne. On se fait toujours un petit peu peur en flirtant avec le niveau en bas des 1 550 $, mais on ne l'enfonce pas. Donc pour le moment, il reste assez résilient. Mais c'est vrai qu'on appelle une sous-performe par rapport au Bitcoin. Et Bitcoin, pour le moment,
c'est vraiment le maître et celui qui domine et qui essaye du coup de tirer l'ensemble du marché crypto. Donc pour le moment, $1 610, c'est au milieu du range dans lequel on est depuis 3 mois. Donc il n'y a pas de signaux positifs ni de signaux négatifs. On est tout simplement dans une grosse phase de respiration qui traîne maintenant. Xavier Fenot depuis Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagnés. Et tout de suite, on va rentrer dans le cœur de nos discussions avec nos pros des cryptos pendant encore une vingtaine de minutes. On va aborder le Bitcoin le Bitcoin en début de semaine a donné une fausse joie à certains investisseurs en gagnant en quelques minutes $2 000, puis il est reparti d'autant à la baisse. C'était un piège et un leurre. Quoique, depuis, le Bitcoin remonte vers les 30 000. On en disait un mot il y a un instant. On va essayer de voir ce qui se joue de façon peut-être sous-jacente à travers les mouvements du Bitcoin de la semaine. L'euro numérique aussi. La phase préparatoire démarre. C'est ce qu'annonce la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'elle a annoncé cette semaine. Alors oui, la phase préparatoire démarre. Mais tout ça, c'est pour quand ? Pour quand l'euro numérique ? Quel est le calendrier de lancement de cet euro numérique ? On posera la question à nos pros des cryptos. Et puis, le procès de Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, et de nouvelles révélations. On apprend cette semaine que Sam Bankman-Fried a payé des célébrités très très chères pour acheter leurs paroles. Votre machine à refaire l'actualité crypto de la semaine s'enclenche. Bienvenue à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Et cette semaine, ils nous accompagnent l'un et l'autre. Thibaut Boutroux, donc directeur des opérations de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour. Claire Balva avec nous également, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Cette semaine, certains se sont enflammés quelques minutes avant de vite déchanter. Je ne parle pas des supporters de l'équipe de France de rugby. L'équipe menée au score pendant l'essentiel du match et finalement a perdu. Non, on ne parle pas de rugby. On parle bien du Bitcoin qui a pris en quelques minutes, en début de semaine, $2 000 avant de les reperdre quasiment aussi vite. Que s'est-il passé, Thibaut ? Ouais, on a assisté à un épisode assez incroyable cette semaine. À l'origine, une énorme boulette de Cointelegraph, l'un des plus gros médias spécialisés crypto au monde, un média anglophone, qui a annoncé à travers son compte Twitter l'approbation de la SEC du tant attendu ETF Bitcoin Spot, sans malheureusement vérifier les sources. Alors, l'annonce a été très rapidement propagée sur les réseaux. Des mouvements de marché s'en sont suivis et à peine 30 minutes plus tard, l'information a été démentie. Le cours a aussitôt corrigé. Mais la conséquence, c'est une cascade de liquidation. On parle d'à peu près 85 millions de dollars qui ont été liquidés après cette correction. Donc une erreur assez impardonnable pour un média de cette envergure qui, malgré des excuses publiques, n'est pas très bien passé auprès de la communauté. Effectivement. Est-ce que, comme l'a dit néanmoins le PDG de BlackRock, ce qui s'est passé en début de semaine montre, si besoin en était, l'intérêt latent pour le Bitcoin ? Ouais, c'est assez amusant le comportement qu'a eu Larry Fink suite à cet épisode, d'essayer de récupérer un petit peu et d'en faire un épisode un peu positif. C'est une réalité, il y a une attente autour de cet ETF, ça le prouve. Est-ce que les institutionnels et les régulateurs vont être du même avis que le PDG de BlackRock ? Je ne suis pas sûr que ça envoie le bon message, parce qu'un média de cette envergure qui publie une annonce aussi attendue sans vérifier la source, ça n'envoie pas forcément un bon message sur la structuration du marché. Donc à voir comment ça va se comporter. Il y a une attente, c'est certain, mais est-ce que le comportement de l'industrie a été bon à ce niveau-là ? Je ne sais pas. Bon, mais vous dites c'est peut-être effectivement un signe de plus que les ETF Bitcoin sont attendus. On en est où, Claire, sur les demandes d'ETF Bitcoin ? Est-ce que ça avance ou est-ce que les choses sont embourbées dans un marécage infini ? Alors ça reste long, on ne va pas se mentir, mais une des nouvelles aussi qui a conduit certains analystes à penser que les ETF étaient très attendus et que ce sursaut du marché était lié justement à cette demande d'ETF, c'est que la SEC a renoncé à faire appel dans l'affaire Grayscale. Alors, souvenez-vous, Grayscale, c'est donc ce gestionnaire d'actifs qui veut toujours d'ailleurs largement créer cet ETF spot Bitcoin et qui contestait le refus de la SEC de créer cet ETF. Et Grayscale avait gagné contre la SEC auprès de la Cour d'appel fédérale de Washington. Cour d'appel qui avait donc dit à la SEC, écoutez, vous n'avez aucune raison de contester la création de ce fonds, de cet ETF spot Bitcoin. Résultat, la SEC pouvait faire appel, elle avait 45 jours pour le faire et 45 jours se sont écoulés et elle n'a pas fait appel. Et donc forcément, les observateurs ont interprété ce silence du gendarme boursier américain comme une sorte d'acquiescement déguisé ou comme, finalement, silence vaut consentement de la SEC peut-être. Donc la SEC serait potentiellement d'accord pour créer des ETF spot Bitcoin. Ceci étant dit,
elle n'a pas donné son feu vert non plus. Donc attention, j'ai vu ce matin une déclaration de Gary Gensler, qui a été interviewé par Bloomberg, qui disait on bosse dur sur ces créations d'ETF spot Bitcoin. Donc voilà, le marché attend toujours, à suivre. Et effectivement, on va continuer nous aussi de suivre tout ça. On va à présent parler d'une société qui a publié cette semaine ses résultats. Il s'agit de Tesla. Oh. Non, mais pas du tout. Ça, c'est un beau moteur thermique, ça. C'est les véhicules thermiques, c'est pas les véhicules électriques qui font ce bruit. Et la régie, là, Tesla, c'est des véhicules électriques, pas thermiques. Non, effectivement. On va parler de Tesla et de voitures, parce que Tesla nous a annoncé une baisse de ses marges cette semaine parce qu'ils vendent de moins en moins cher leurs voitures. Tesla veut gagner des parts de marché. On a vu le titre cette semaine, c'était jeudi, baissé de 9% à Wall Street. Mais surtout dans cette publication, nous, les pros des cryptos, ce que vous avez regardé, c'est ce que Tesla fait de ses bitcoins. Et il semble que sur le troisième trimestre, le dernier trimestre, Tesla ait choisi de garder l'ensemble de ses bitcoins. Claire, c'est ce que vous avez retenu. Oui, complètement. Donc les entreprises cotées, il faut le savoir, publient des bilans trimestriels. C'est ce qu'a fait Tesla. Et quand on regarde le bilan de Tesla, on a toujours le même montant dans la catégorie actifs numériques, qui en l'occurrence vaut 184 millions de dollars, donc un montant conséquent qui est le même depuis décembre 2022. Donc ce que ça veut dire, a priori, c'est que Tesla n'a toujours pas vendu ses actifs numériques. Alors il n'y a pas le détail, évidemment, de ce que Tesla possède comme actifs numériques. Donc ça peut être du Bitcoin, on peut aussi se dire, ça peut être d'autres actifs numériques. Théoriquement, Tesla aurait pu vendre ses Bitcoins pour d'autres actifs. Mais la plupart des analystes du marché s'accordent à dire que Tesla hodl sympathiquement ses bitcoins depuis décembre 2022 et ne les vend pas. Alors les observateurs imaginent en tout cas que Tesla posséderait environ 10 000 bitcoins, ce qui en ferait le troisième plus gros détenteur de bitcoin, alors très très loin derrière MicroStrategy qui a 150 000 bitcoins. En fait, ces 10 000 bitcoins, si on regarde le cours actuel, ça vaudrait plutôt 300 millions que les 184 millions qu'il y a à son bilan. Néanmoins, dans la comptabilisation des actifs numériques, dans les bilans des entreprises, souvent on ne comptabilise pas les hausses de cours. Donc Tesla probablement sous-évalue dans son bilan la valeur des actifs numériques, en l'occurrence des bitcoins. Bon, et Tesla qui roule toujours en bitcoin, on va pouvoir le résumer comme ça. Les pros des cryptos se poursuivent, votre machine à condenser le temps. Une semaine d'actu résumée en 25 minutes. Les coups du siècle dans l'écosystème crypto et aussi les quelques coups de bambou pour certains acteurs. Cette semaine, coup de bambou pour Binance. Plusieurs têtes d'affiche s'en vont et le fait de la semaine, c'est le départ annoncé de la directrice générale de Binance France. Elle s'appelle Stéphanie Cabot-Sioras. Ça vient ajouter, Thibaut, de l'incertitude à l'incertitude ? Alors, oui et non. Est-ce que la situation est compliquée pour Binance ? Oui, comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, parce que la situation est comme elle est, le bear market, le renforcement des obligations, ça fait beaucoup de challenges à relever. Donc, on est dans une période qui est compliquée pour beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Après, si on se focalise vraiment sur Binance et qu'on est un petit peu plus rationnel dans l'analyse, en termes de volumétrie, ça se maintient. En termes d'effectifs, globalement, ça se maintient. Si on se focalise sur Binance France, aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes. Et depuis l'ouverture de Binance France, on est plutôt sur de la croissance en termes d'effectifs que de décroissance. La roadmap est plutôt respectée. Il y a aussi une régularité dans la direction, puisque la personne qui est à la tête de Binance France, c'est David Princé. Il est en place depuis l'ouverture et il est toujours là, et toujours serein. On a pu le voir hier à l'inauguration de Cube 3, le projet de Valentin qui vient régulièrement sur ce plateau. Et globalement, il respire pas l'incertitude. Donc Binance, c'est un peu l'acteur qu'on aime détester. Et suite à l'ombre portée par FTX, forcément, on est un petit peu attentif à tous leurs faits et gestes. Et tout est sujet un petit peu à polémique. Donc c'est une grosse machine. Je ne pense pas que le départ d'une personne puisse avoir un impact significatif à l'échelle d'une entreprise comme celle-ci. Malgré tout, il faut rester attentif, mais de mon côté, je ne vois pas une incertitude supplémentaire par rapport à ce départ-là. Et puis les clients européens de Binance peuvent manifestement souffler, puisqu'un mois après l'annonce de la fin de son partenariat avec PaySafe, Binance dit avoir trouvé des accords avec de nouveaux partenaires pour les paiements, les dépôts, les retraits en euros. La migration des utilisateurs vers ces nouveaux services a déjà commencé, dit aujourd'hui Binance. Puisqu'on en est à essayer de soulever les quelques lièvres, en tout cas les quelques interrogations évidemment qu'il y a dans l'écosystème, l'avenir de l'écosystème et mesurer à quel point les épaules de ces acteurs sont larges. On peut revenir évidemment sur Sam Bankman-Fried, puisqu'on est effectivement toujours en plein procès de Sam Bankman-Fried. Si je vous parle d'un homme qui a peur du futur, qui a une peur panique même de l'avenir, et en même temps des désirs démesurés, vous pensez à Sam Bankman-Fried l'un et l'autre ?
Alors le procès, les semaines se ressemblent finalement. Donc on entre dans la 3e semaine du procès. On avait à la barre l'ex-CTO de FTX qui parlait cette semaine. Et comme pour les précédentes semaines, on voit que les accusations s'empilent sur la tête de Sam Bankman. Cette semaine, c'était beaucoup question d'achat d'influence. Voilà, des dons ou des paiements qui ont été faits à des personnalités publiques, politiques, des stars pour bénéficier en fait de leur notoriété. On avait un petit peu mis ce montant à la baisse il y a quelques semaines et puis là on apprend quand même qu'on parle d'1,3 milliard de dollars, donc une somme relativement conséquente. Il aurait déboursé 1,3 milliard pour influencer des personnalités. C'est ça, exactement. Avec les fonds des utilisateurs de FTX qui plus est. Donc voilà, des choses qui deviennent de plus en plus difficiles à défendre. Et d'ailleurs, moi, ce que je retiens surtout de cette semaine, c'est la fébrilité de sa défense, puisque on a vu sa défense peiner dans les contre-interrogatoires. Donc ça, c'est plutôt alarmant pour lui. Donc curieux de voir comment vont se dérouler les prochaines semaines, mais rien de bon pour SBF à mon avis. Et ce procès de Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de FTX, on peut bien sûr le suivre au quotidien dans le club BFM Crypto. C'est du lundi au jeudi. Amaury Tonquédec et ses experts chaque jour, donc du lundi au jeudi à 15h sur BFM Business et le replay aussi sur nos différentes plateformes. On évoquait là le procès et ce qu'il faut retenir de cette semaine où la personnalité aussi de Sam Bankman-Fried est à nouveau apparue et peut-être sera continué de se détailler. Un homme donc qui, d'après ses proches, a une peur panique de l'avenir. On y a consacré d'ailleurs aussi un papier dans notre newsletter BFM Crypto à laquelle vous pouvez vous abonner. On évoquait là un peu le bad. Voilà, on est dans les nouvelles un petit peu négatives à travers par exemple ce procès. On va à présent apporter les bonnes nouvelles. Oui, les bonnes nouvelles. Ah, on se détend tous. On a besoin tous d'un massage, c'est vrai, parce qu'il y en a des actualités stressantes. Dans l'écosystème crypto et à l'échelle du monde, les actualités sont assez négatives. Mais là, on trouve des points pour se soulager tous ensemble autour des cryptos. Il se trouve que le G20 parvient peu à peu à se coordonner. Il n'y en a pas beaucoup des signes d'unité mondiale. Hélas, aujourd'hui, la géopolitique est dramatique. Mais des signes peut-être de coordination à venir pour essayer d'avancer ensemble sur les cryptos. Les pays du G20 viennent de se mettre d'accord donc sur une feuille de route pour les années à venir. Que prévoit cette feuille de route, Thibaut ? Et qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour l'écosystème ? Ouais, effectivement, le sujet crypto s'est invité au dernier rassemblement du G20 en Inde. Alors, une unicité globale, je pense que le terme est peut-être un petit peu fort parce que sur le sujet crypto, en tout cas, toutes les parties ont un petit peu leur opinion sur le secteur et leur politique. Mais en tout cas, ils s'accordent sur un fait qui est qu'il faut tendre vers une régulation rapide du secteur. Donc, sous les recommandations notamment du FMI et d'autres organismes, il y a différentes choses qui ont été proposées. Si on doit sortir un point positif, ce qui n'est pas évident par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'ils sont assez d'accord pour dire que les cryptos feront partie du paysage. Donc ça, c'est le point positif. Donc il faut composer avec. Après, on s'oriente vers beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus des accords qui vont passer entre les États membres, notamment pour les transactions et pour faciliter les enregistrements fiscaux. Donc à quoi peuvent s'attendre les utilisateurs ? Beaucoup de surveillance, à quoi peuvent s'attendre les acteurs, beaucoup plus d'outils et de choses à mettre en place pour permettre cette surveillance-là. Donc à suivre, mais en tout cas, je pense que ça va susciter encore beaucoup de débats dans l'écosystème. Ouais. Et le monde qui s'unit, pas complètement, on est d'accord, mais de plus en plus aussi sur les devises numériques. Là-dessus aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de banques centrales convaincues de l'avenir des devises numériques, de banques centrales. Les banques centrales avancent, mais plus elles avancent, plus les choses sont quand même difficiles, semblent difficiles à mettre en œuvre. On le voit sur l'euro numérique. Le projet suit son cours en Europe. La Banque centrale européenne, Claire, vient d'annoncer que la phase d'étude de l'euro numérique était désormais achevée et que la phase préparatoire désormais était lancée. Quand devrait voir l'euro numérique ? Alors, la phase préparatoire va durer 2 ans, donc c'est pas tout de suite. En octobre 2025, on s'attend à une décision du Conseil des gouverneurs qui va potentiellement valider le démarrage de cet euro numérique, mais il ne sera pas créé tout de suite. Forcément, ça va nécessiter un temps d'implémentation technologique. Donc, on s'accorde plutôt à dire que l'euro numérique, s'il voit le jour, verra plutôt le jour en 2027, quelque chose comme ça. D'autant plus que l'Union européenne devra probablement faire des modifications législatives
pour accorder ce mandat à la Banque centrale européenne. Donc, c'est pas tout de suite. Et effectivement, cet euro numérique, il fait face à plusieurs obstacles. Alors, le premier, on en a déjà beaucoup parlé ici, ce sont les inquiétudes quant au respect de la vie privée des citoyens de l'Union européenne. Là-dessus, la BCE se veut très rassurante. Elle dit que ce ne sera pas une monnaie programmable, qu'elle n'aura pas les moyens d'avoir de la visibilité sur les paiements des Européens, qu'elle n'aura pas les moyens de restreindre, par exemple, des paiements à certains cas d'usage spécifiques. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment une opération de, je ne vais pas dire de communication, mais un peu quand même, pour rassurer toutes les personnes qui seraient inquiètes à ce sujet. Et le deuxième obstacle, c'est le lobby, le groupe des banques commerciales qui n'ont pas spécialement envie que cet euro numérique voie le jour. Je pense notamment au groupe EPI qui regroupe 16 banques, 16 groupes bancaires même européens, qui travaillent sur la création d'un wallet commun. Alors on ne parle pas du tout d'un wallet crypto, mais d'une sorte de portefeuille qui permettrait de se faire des virements instantanés entre toutes ces banques. Alors du coup, les grandes banques disent, voilà, s'il y a un euro numérique, il y aura peut-être une section spécifique dans ce wallet pour l'euro numérique, mais elles n'ont pas du tout envie que les citoyens mettent beaucoup d'argent sur cet euro numérique parce que ça sortirait de l'argent des dépôts des banques commerciales et donc ça nuirait au financement de l'économie. Donc il y a là une grosse divergence d'ailleurs sur le montant maximum que les citoyens pourraient mettre sur leur portefeuille d'euros numérique. La Banque centrale européenne proposait plutôt 3 à 4 000 euros et on a vu récemment le directeur général de BNP Paribas avancer plutôt un montant maximum de 500 euros. Donc on voit là déjà qu'il y a un désaccord entre les différents acteurs. Donc on s'attend encore à pas mal de rebondissements dans les 2 années qui viennent. Mais en tout cas, comme les ETF, ça va être long. Et donc cette phase préparatoire est prévue pour durer 2 ans, c'est ça ? Oui. Bon, donc pas d'euro numérique avant au moins 2 ans. Non. Et on n'a pas d'idée ensuite. Nettement plus que 2 ans. Voilà, c'est ça. Ça pourrait encore durer largement au-delà. On peut terminer ces pros des cryptos de la semaine avec... puisqu'on est vendredi, et pour ceux qui nous suivent en replay ou en podcast, on est déjà en week-end, les jeux vidéo. On a eu un vote à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui prévoit d'encadrer les jeux vidéo utilisant les NFT, et apparemment ça fait rugir l'écosystème, au point, ce sont les informations de The Big Whale, au point que Ubisoft pourrait ne pas pouvoir sortir ses jeux Web3, Claire. Oui, alors c'est une annonce d'Ubisoft qui est assez classique, effectivement, quand il y a une réglementation qui arrive pour restreindre le champ d'application d'un certain cas d'usage. Donc effectivement, Ubisoft n'est pas du tout ravi de cette loi jaunum, qui est parfois d'ailleurs appelée la loi Sorare, tant certains disent qu'elle a été concoctée spécialement pour Sorare. Donc on rappelle que cette loi, elle encadre les jeux qui fonctionnent avec des NFT et qu'elle fait intervenir 2 types d'acteurs dans son élaboration. D'un côté, les acteurs traditionnels du monde du jeu, typiquement la Française des Jeux par exemple, qui eux sont un peu agacés de voir tous ces nouveaux jeux utiliser des NFT et ne pas être régulés aussi strictement que tout le secteur des jeux et des paris. Et de l'autre côté, vous avez les acteurs, les éditeurs de ces jeux, donc typiquement Ubisoft, typiquement Sorare, etc., qui eux n'ont pas spécialement envie d'être régulés comme les acteurs des jeux, ils n'ont pas envie d'être régulés par l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, et ils avancent qu'ils sont en réalité des jeux, et que l'industrie du jeu n'est pas faite pour être régulée comme, pour le coup, des jeux financiarisés, des paris. Donc il y a toute cette difficulté d'interprétation sur qu'est-ce qu'est un jeu, qu'est-ce qu'est un pari, à partir de quel moment est-ce qu'on est financiarisé ou non. Et là, ce qui se passe, c'est que la loi qui a été votée cette semaine, donc à l'Assemblée nationale, impose un certain nombre de choses à ces fameux jaunum, notamment la vérification de l'âge des joueurs, un contrôle d'identité lorsque les joueurs retirent leurs gains. Donc, on s'y attendait, il n'y a pas énormément de surprises en fait dans cette loi, mais certains acteurs comme Ubisoft ne sont pas spécialement contents parce que ça va beaucoup les contraindre dans la manière dont ils vont pouvoir éditer leurs jeux, et donc ça va limiter leur business. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Thibaut Boutroux, directeur des opérations de Meria. Claire Balva, experte crypto indépendante, experte Web3. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui en plateau. Xavier Fenot, lui, nous accompagnait depuis Interactive Trading. Rediffusion chaque vendredi soir à 21h30 à la radio, à la télé. Et bien sûr, les pros des cryptos disponibles sur tous nos réseaux sociaux également tout au long de la soirée et du week-end. Et même pour un temps infini. Régalez-vous. Dans un instant, on va se retrouver bien sûr. BFM Bourse à suivre. BFM Business, BFM Crypto, les pros.